Et Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin est Denis Oliven. Il publie La France doit travailler plus. C'est chez Albin Michel. Donald Trump revient, il n'est pas content, on le sait, le président américain va nous mener la vie dure. Mais que fait-on ? Le temps n'est-il pas venu de siffler la fin de la récréation ? La Fontaine, qu'avons-nous fait de tes vérités sur la vie ? Travailler, prenez de la peine, un trésor est caché dedans. Bien sûr que le travail est un trésor. Et puis la parabole nous le dit, malheur à celui qui enfouit son talent. Il ne suffit pas de le dire, il faut que ce soit possible et il faut déjà en avoir conscience. Et c'est le grand mérite de Denis Oliven que de nous sensibiliser à cette question, que la France doit travailler plus. Bonjour Denis Oliven. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes présent dans la presse, les médias, l'édition, Editis en particulier, deuxième groupe d'édition en France. Pourquoi réfléchir à cette question du travail en ce moment ? Parce que je crois que c'est la question numéro 1 de la France, celle qui explique que depuis 30 ans, nous nous enfoncions dans les difficultés, la détresse, la colère, celle qui explique les gilets jaunes, la crise des retraites, le blues des fonctionnaires, celle qui explique la montée en puissance des forces politiques radicales et la crise politique que nous connaissons aujourd'hui. C'est une question qui finalement n'est pas suffisamment éclairée, pas suffisamment traitée, alors qu'on pourrait la traiter. Donc je me suis dit, il faut que l'opinion, puisque la politique ne s'en saisit pas, il faut que l'opinion s'en saisisse. Et j'ai essayé d'exposer de la manière la plus claire, la plus pédagogique, accessible pour quelqu'un que les maths effraient et que l'économie dégoûte, essayer d'expliquer, de faire ce diagnostic et de montrer que c'est le problème majeur et qu'on peut en sortir. Par habitant, on bosse 200 heures de moins que les Américains. On est le pays occidental qui travaille le moins par habitant. C'est très important parce que c'est ça le problème numéro 1. Le problème numéro 1 n'est pas que vous et moi, la boulangère du coin, le paysan, l'ouvrier, travaillent pas assez. On parle souvent de la durée individuelle du travail. C'est vrai qu'on travaille, sauf les indépendants, on travaille un peu moins que nos voisins européens, mais c'est pas le sujet majeur. Le sujet majeur, c'est que nous ne sommes pas suffisamment nombreux à travailler. 6 Français sur 10 ne travaillent pas. 6 Français sur 10 ne travaillent pas. Ça veut dire qu'il y a 4 Français sur 10 qui tirent la charrette, ceux qui bossent, et qui financent les autres. Alors c'est qui ces 6 Français qui ne travaillent pas ? Je laisse de côté les enfants en bas âge et les personnes très âgées. Il y a des chômeurs, mais c'est pas tellement le problème principal. C'est principalement 3 choses, notamment si je me compare à l'Allemagne. 1, les jeunes en formation, parce qu'il y a beaucoup moins d'alternance chez nous que chez nos voisins d'outre-Rhin. 2, les personnes au domicile, au foyer, les femmes principalement, parce qu'il y a beaucoup moins de temps partiel, de travaux complémentaires que chez nos voisins allemands. Et puis 3, ce sont les personnes entre 55 et 65 ans, parce que la retraite est plus précoce chez nous. Donc si je me compare avec l'Allemagne, l'équipe de production de richesse allemande aligne 11 joueurs et la nôtre 8. Donc on peut se démener comme des fous, il est peu probable qu'on va gagner le match. Pourtant, Denis Oliven, d'autres études montrent aussi que la France a une productivité excellente au travail. Faux. Malheureusement, c'est faux. C'est quelque chose qu'on répète souvent pour dire on travaille moins que les autres, mais mieux. Mais mieux, c'est pas vrai. Une fois encore, quand je dis on travaille moins que les autres, c'est pas du tout que les Français soient fainéants. Les gens qui bossent vraiment. C'est un problème de population active. Non, c'est faux. On a une illusion sur notre... D'abord, on a une illusion sur notre productivité, parce que comme les personnes à faible productivité, les personnes diplômées, peu diplômées ou peu qualifiées sont au chômage, ça gonfle apparemment notre productivité. En réalité, quand on corrige cet effet, on est moins productif que nos voisins allemands. Et de surcroît, cette productivité décroît depuis plusieurs années. Pourquoi ? Parce que notamment notre système éducatif est en crise. On a vu que ses performances, quand on fait des comparaisons internationales, sont de plus en plus mauvaises. Or, qu'est-ce qui fait la productivité ? C'est la main-d'œuvre qualifiée. Donc on se prépare très très mal à la révolution qui est en train de modifier l'économie mondiale. Aujourd'hui, Denis Oliven, vous dites qu'il y a 3 blocs politiques, un bloc rêveur, un bloc envieux et un bloc haineux. Et ces 3 blocs politiques nous font tourner dans une arène dont on ne peut pas sortir. On ne sait pas comment on va sortir et leur rapport au travail est finalement identique, quelles que soient les fractures qui les opposent. Ça a motivé ce livre. Je ne comprends pas pourquoi, alors que c'est évident qu'on a ce sujet et qu'on peut le traiter. On peut le traiter, on va peut-être y revenir, on peut le traiter d'une manière qui soit populaire. Je pense que ça devrait être une question qui fait consensus au sein de la population, parce que ça n'est finalement ni très sorcier, ni surtout très douloureux de modifier ce problème. C'est une question dont les politiques ne se saisissent pas. On vient d'assister à la 15e déclaration de politique générale depuis 30 ans.
Je me souviens de Tony Blair qui avait dit au Royaume-Uni un jour, j'ai 3 priorités, l'éducation et l'éducation. Moi, j'aurais aimé que depuis 30 ans, un Premier ministre dise, j'ai 3 priorités, le travail et le travail. 1, avoir plus de travailleurs. 2, les payer mieux, parce que c'est le point clé. 1, 2, les payer mieux, et 3, faire en sorte qu'ils soient plus productifs. Et pourtant, on ne l'a pas fait. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas faire confiance de toute façon pour la solution à des politiques qui sont, pour la plupart du temps, même si vous êtes normalien et énarque, issu donc de la haute fonction publique également, ce sont quand même des hauts fonctionnaires qui dirigent la France. Est-ce qu'on peut faire confiance à des hauts fonctionnaires pour nous faire sortir de cette impasse ? Je ne sais pas si le sujet c'est ça ou si c'est la compréhension d'un diagnostic majeur sur lequel je voudrais insister. Pourquoi est-ce que nous sommes moins nombreux à travailler que nos voisins allemands ? Ça n'est pas parce que nous sommes des feignants, ça n'est pas parce que idéologiquement on est différent des Allemands. C'est comme le nuage de Tchernobyl qui s'arrêterait sur le Rhin. Le nuage du travail ne s'arrête pas sur le Rhin. C'est parce que nous sommes moins bien payés. Tout simplement, nous sommes moins incités à travailler. Et pourquoi sommes-nous moins incités à travailler ? Parce que une trop grande part de notre rémunération est prise par les cotisations et les prélèvements par les impôts. Les revenus du travail sont bien trop taxés en France. Savez-vous qu'à partir du mercredi midi, vous ne travaillez plus pour vous, mais vous travaillez pour financer vos cotisations et vos impôts. C'est-à-dire la santé en particulier. L'ensemble des dépenses publiques, mais il n'y a qu'une part minoritaire de votre rémunération qui vous revient. Si votre employeur décide de remettre 100 € sur vous, vous n'allez en toucher que 43 €. Et ça, c'est une situation propre à la France et qui désincite au travail. Si on avait dit, par exemple, au moment de la réforme des retraites, écoutez, oui, vous allez travailler 2 ans de plus, mais on va réduire la part des cotisations et des impôts sur vos revenus, et vos revenus vont être augmentés de 10%, disons, un 13e mois. Je suis sûr que le rapport des Français avec cette réforme de la retraite aurait été différent. Donc le problème majeur de la France, c'est mieux payer ceux qui travaillent. Et mieux payer ceux qui travaillent, c'est se poser la question suivante: pourquoi la France est-elle le pays d'Europe qui est celui qui prélève le plus sur les revenus du travail? 2 ou 3 points de plus que la moyenne européenne. Et alors, ça veut dire que la redistribution, c'est ce qui nous empêche d'être motivés pour aller au travail. Donc ça veut dire qu'il faut toucher à cette énorme mécanique qu'est la redistribution. Oui, mais on redistribue trop. Il faut cesser d'aider les gens. C'est pas forcément qu'on redistribue trop. On peut s'interroger sur est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de nos dépenses sociales qu'on pourrait réviser. Mais moi, c'est même pas mon point. Mon point, c'est il faut trouver une autre assiette de prélèvement pour financer nos revenus, nos systèmes publics de redistribution ou nos services publics. Je vous donne un seul exemple. Le foncier bâti en France, les terrains sur lesquels il y a des immeubles, des maisons. La valeur du foncier bâti, c'est 9 000 milliards d'euros. 9 000 milliards d'euros. Si vous taxez à 1% le foncier bâti, c'est 90 milliards d'euros. Si vous transférez 90 milliards d'euros des revenus du travail vers le foncier bâti, des impôts sur les revenus du travail aux impôts vers du foncier bâti, vous améliorez de 10% la rémunération des salariés français. De 10%, vous leur ajoutez un 13e mois. Le jour où on fait ça, on change radicalement la face de la situation française. Et le fait que... Alors, pourquoi est-ce que... J'aurais peut-être pu expliquer ça. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on travaille plus ? Quel est l'intérêt en dehors du fait... Après tout. Oui, mais parce que si on avait le taux d'activité des Allemands, on aurait 150 milliards de recettes publiques en plus. 150 milliards de recettes publiques en plus. Ça veut dire que les embouteillages aux urgences, les professeurs pas remplacés, les policiers pas assez nombreux dans la rue, les infirmières mal payées, ces questions-là sont réglées. Et d'autre part, nous distribuerions 90 milliards de pouvoir d'achat en plus. 90 milliards d'achat, je viens de le dire, c'est 10% en moyenne pour les salariés. Donc les deux questions qui sont la source de la colère des Français, pas assez de pouvoir d'achat et des services publics qui se dégradent, seraient réglés. Le pouvoir d'achat, je vous redis ça parce que c'est bon, il faut s'en souvenir. En 1960,
vous doubliez votre revenu par la distribution du pouvoir d'achat en 20 ans. Aujourd'hui, il faut 90 ans. Il faut au moins 2 vies. Donc, si on ne traite pas cette question, comment voulez-vous qu'on traite la colère des Français ? Juste, Denis Oliven, sur la manière donc de faire, si on comprend qu'on passe si le foncier non bâti, le foncier bâti ou non bâti, je ne sais plus quel est Bâti, les deux. Il y a aussi du non bâti, mais si on transfère sur cette assiette-là, mécaniquement, donc il y a des effets mécaniques qui résolvent la situation. La question toute simple, c'est pourquoi ne le fait-on pas ? Est-ce qu'il y a des forces d'inertie qui s'opposent à cela ? Non, mais c'est sans doute plus compliqué à faire que je ne le dis, parce qu'il faut voir qui paierait. Parce qu'avec vous, on gagne sur tous les tableaux. Parce que vous avez des effets de redistribution. Qui paye, à qui appartient ce foncier bâti ? Par exemple, je vous donne un exemple, il y a des retraités faiblement, qui ont de faibles revenus et qui disposent de leur maison. Donc après, il faut regarder ça de très près, il faut l'analyser. Mais si on n'en fait pas la priorité, on ne l'analyse pas. Donc sur le travail, on s'est concentré sur faut supprimer les 35 heures, ce qui est pour moi, l'idée absurde, c'est pas le sujet majeur. Donc, comme c'est impossible à faire, on n'avance pas. On ferait mieux de regarder plus largement, non pas le fait que chacun d'entre nous travaille davantage, mais le fait que nous soyons plus nombreux à travailler. Se focaliser sur le fait que chacun d'entre nous travaille davantage est une erreur même historique. En 1900, nos arrière-grands-parents consacraient 70% de leur vie éveillée, en dehors du sommeil, au travail. Et aujourd'hui, nous consacrons 60% de notre vie éveillée à autre chose que le travail, à nous former, à nous aimer, à nous cultiver, à nous distraire. C'est un progrès de l'ensemble des pays occidentaux de la civilisation. Le progrès technique, les gains de productivité ont permis de financer ça, et c'est merveilleux. La seule difficulté française, c'est que dans cet univers où tout le monde travaille moins, nous travaillons moins que tout le monde. On a prophétisé la fin du travail à un moment. Ça me paraît une erreur totale. Non, on est loin d'avoir la fin du travail. Bien sûr, il y a de décennie en décennie, et c'est très heureux, individuellement on travaille moins parce qu'on fait des gains de productivité et que ça nous permet de travailler moins, et c'est très bien. C'est la civilisation incroyable que nous avons construite et qui nous distingue de toutes les générations qui nous ont précédés depuis la naissance de l'humanité, et ça c'est un progrès qu'il faut maintenir. Mais dans cet univers-là, nous devons travailler autant que nos voisins, sinon nous produisons moins de richesses qu'eux, nous sommes moins heureux. Denis Oliven, on est passé d'une société industrielle à une société de services. Des délocalisations industrielles ont fait que la possibilité d'embaucher aussi de la main-d'œuvre, et puis aussi le fait que le travail soit beaucoup moins physique qu'il ne l'était auparavant, ça a aussi modifié la société. C'est-à-dire qu'il y a moins d'offres, tout simplement parce que ceux qui travaillent habitent loin aujourd'hui. Ils vivent à d'autres endroits de la planète, pas en France. Alors d'abord, on a un problème français qui est qu'on s'est désindustrialisé sans doute trop vite par rapport notamment à nos voisins allemands. Donc ça, c'est un vrai sujet de politique publique. Qu'est-ce qu'on doit faire pour maintenir un certain niveau d'emploi industriel ? Et les entrepreneurs aussi, qui ont quand même délocalisé aussi. Oui, mais on voit que d'autres pays voisins qui ont des conditions assez similaires aux nôtres ont moins délocalisé que nous. Donc il y a une question sur la désindustrialisation française. Mais au-delà de ça, l'évolution économique depuis le début de la révolution industrielle, ce sont ces métamorphoses. On est passé de la paysannerie au monde industriel, du monde industriel au monde des services, et on poursuit avec la révolution de l'intelligence artificielle, on poursuit la transformation technologique de nos sociétés. Ça ne veut pas dire que le travail disparaît, ça veut dire qu'il se modifie, que les qualifications se modifient, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'investissement dans la formation et dans l'éducation est tellement important. Quand je disais tout à l'heure que le travail est la question numéro 1 française, j'aurais dû dire en fait l'une des deux questions. Il y a deux questions. Il y a plus de travailleurs et plus de productivité. Et plus de productivité, c'est un sujet beaucoup plus complexe que le premier, c'est la réforme de notre système éducatif. Et là, on voit que c'est moins facile à faire qu'à dire. Donald Trump va mettre 500 milliards dans l'IA, ce qui est évidemment colossal. Les États-Unis vont sans doute prendre une avance très importante, ils l'ont déjà sur ce terrain-là. Est-ce que ça ne veut pas dire non plus que l'IA, c'est aussi une inquiétude que partagent beaucoup de gens, va provoquer une sorte de tsunami sur l'emploi ? Est-ce que ça, vous le voyez ? Est-ce que ça hypothèque le fait qu'on puisse imaginer que le travail soit la solution ? Non, on voit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a vu, par exemple, dans les années 30, on pensait que les révolutions industrielles allaient détruire l'emploi, elles l'ont pas détruit, elles l'ont modifié. Donc c'est vrai que la révolution technologique que nous vivons depuis maintenant une vingtaine d'années et qui s'accélère avec l'IA
modifie la structure des emplois. Il y a des emplois qui demeurent irremplaçables. Par exemple, je sais pas moi, les garçons de café dans les restaurants d'un côté et de l'autre, les ingénieurs hyper qualifiés. Mais au milieu, il y a des emplois, prenons les assistantes de direction, qui vont être plus ou moins remplacés par les machines. Donc ça, c'est une mutation de l'emploi qu'il faut qu'on accompagne. Il faut qu'on crée davantage d'ingénieurs hautement qualifiés. Donc il faut qu'on accompagne cette mutation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur l'autre volet qui est la productivité, la structure des qualifications, l'accompagnement des transformations du marché de l'emploi. Donc ça, c'est une politique publique très importante qu'il faut qu'on conduise. Sinon, on est les victimes d'une transformation dont on pourrait être les bénéficiaires. Mais ça ne veut pas dire que l'emploi va disparaître. Simplement, il faut qu'on reste dans la course des emplois de demain. Y a-t-il, d'un point de vue politique, vous avez dit tout à l'heure, ça pourrait faire consensus, cette question du travail. Est-ce qu'on peut imaginer une sorte, on parle d'arc républicain, mais est-ce qu'on peut imaginer l'équivalent dans ce registre-là du travail qui aille d'une gauche réformiste à une partie du Rassemblement national? Ce serait possible? En termes politiques, je sais pas, mais en termes d'opinion, ça me paraît... C'est pour ça que je suis très surpris que ça ne fasse pas davantage consensus, parce que ce que je dessine devrait être populaire. Améliorer la rémunération des travailleurs d'un côté et mieux financer les services publics de l'autre, ça me paraît devoir faire consensus. Parce que ça conduit à améliorer le bien-être à la fois individuel et collectif de la nation et de manière socialement juste. Donc je m'étonne que ça ne soit pas au cœur des politiques publiques. Alors maintenant, il y a un marché du dissensus et de l'opposition. Si tout le monde est d'accord, peut-être qu'il y en a qui perdent leur rente de situation, mais ça, c'est une autre question. Merci beaucoup, Denis Oliven, d'avoir fait partager cette réflexion sur la France qui doit travailler plus et les Français aussi être mieux payés aux éditions Albin Michel. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise. À bientôt. Merci.